Euh, Mesdames, Messieurs, merci d'être présents ce soir pour cette rencontre avec Rémi Bucciali qui nous a permis d'avoir cette belle exposition à l'Espace des Arts Plastiques, c'est pas grave. Alors cette rencontre, comme d'habitude, Rémi s'est rencontré, d'habitude un artiste, là c'est rencontré aussi un artiste, mais un peu différent puisqu'il est taille-doucier. Il va nous expliquer d'ailleurs en quoi consiste ce métier de taille-doucier. Et ça nous permet aussi de connaître un peu le parcours, ton parcours, et de comprendre comment on peut consacrer toute sa vie à la gravure, au travail de l'estampe, et à la rencontre avec des artistes pour réaliser avec eux des œuvres, de belles œuvres, mais bien spécifiques, souvent chez les artistes aussi, car souvent ils sont peintres, sculpteurs, et ils abordent la gravure avec quelqu'un de spécialisé comme toi. Alors avant de démarrer un peu, à aller un peu plus loin et de parler aussi de cette exposition, ce sera assez intéressant que tu nous parles du début de ton parcours. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, entre le moment où on sort de ces études d'ado, ou même à l'époque de l'adolescence, comment on arrive à devenir taille-doucier, à se spécialiser dans ce domaine et à bâtir, en fin de compte, sa vie dans ce domaine. Je me suis senti, je vais dire, plutôt artiste très jeune. J'ai jamais eu l'impression d'avoir d'autres choix. C'était plutôt quelque chose du genre nécessité, comme dirait Jacques Monod. J'étais dans un milieu familial, il y avait de la musique, il y avait tout ça, mais aujourd'hui on parlerait d'injonction contradictoire, c'est-à-dire, j'étais pas très intéressé par les études, je faisais mes propres études et on m'a pas vraiment facilité les choses, ce qui fait que j'ai pas vraiment pu faire un parcours lambda, beaux-arts, etc. Ouais, classique, quoi. Classique. Ouais. En fait, mon rêve au départ c'était de faire l'école Boulle, donc forcément un métier de la main et de l'esprit. Et puis un peu par hasard, après l'armée, je me retrouve, j'ouvre la porte d'un atelier que mon père connaissait. J'ouvre la porte d'un atelier, il me dit tu devrais aller voir, il travaille pour Dali et des gens comme ça. Oh. Et me voilà, j'ouvre un matin de janvier 72 peut-être. J'ouvre la porte de l'atelier. Ah, ça marche plus. Il faut bien se mettre devant. Il faut se mettre devant? Non, ah, ça marche pas. Voilà. Pourquoi J'ouvre la porte de l'atelier Rigal, à Fontenay-aux-Roses, dans la région parisienne, dans la rue où habitait Paul Léoto, si ça dit quelque chose à quelques-uns. Voilà, et j'avais l'impression d'être... c'était Balzac, quoi. Il y avait un typographe dans un coin avec une presse ancienne, des presses gigantesques, noires, l'odeur de l'encre qui me frappe immédiatement, extrêmement prégnante. C'est plus une odeur que je l'ai juste en mémoire, je la sens plus, évidemment, ça va de soi. Mais je suis complètement fasciné immédiatement. Des plaques, des plaques gravées, des garçons qui sortaient des épreuves. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on me donne un cuivre usagé. Voilà, et à la fin de la journée, le patron passe et prend la poubelle et puis ouais. Bon. Ah, ça va, t'as la main, tu peux rester. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, ben voilà, et puis ça a pris quelques mois. Je dis, bon, je travaille comme un autre, c'est plutôt intéressant, mais je vais... Ah non, ça va pas être ça.
Et puis je suis resté, et puis au bout de, je dirais, 2 ans peut-être, j'ai rencontré un artiste qui a un peu changé ma vision des choses, un Danois, certains je pense oubliés aujourd'hui, mais qui faisait très onirique sur les légendes danoises et scandinaves, qui s'appelait Lars Bo Jorgensen. Et Lars m'a dit, voilà, tu es un peu doué, tu n'as pas envie d'ouvrir ton propre atelier. Ah oui. Et voilà. Ah oui, ça se fait comme ça. Ça a commencé comme ça. Ce que j'ai fini par faire. Mais à un moment donné, j'ai commencé à penser que j'avais quelque chose à dire comme imprimeur. Je ne savais pas encore que je deviendrais éditeur. Oui, parce que c'est comme... oui, Voilà. c'est différent. Voilà. Éditeur, Mon atelier à Paris, j'attendais les commandes des artistes et des galeries, et il y en avait à l'époque. Oui. Il y en avait. Oui, à l'époque, il y avait des commandes, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Ce qu'il n'y a absolument plus aujourd'hui. Voilà. On y reviendra. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, on est sur un schéma de prestation de service, je dirais. Voilà. Mais j'avais très envie de m'exprimer en tant qu'imprimeur. Et donc, déjà, j'avais commencé à penser à ce rapport d'interprétariat, quoi, de ce que moi je pouvais. Et encore une fois, c'est la. Ça marche ou... Oui. Encore une fois, c'est tout de suite ça, je l'ai depuis mon enfance. C'est parce que grâce à mon père, vraiment, la musique a toujours été omniprésente dans mon univers. Et je me disais que je me suis senti, j'ai dit que je pouvais peut-être être un interprète de qualité, parce que en tant qu'artiste, je ne me sentais pas valide. Oui, alors c'est quand même ça la question, parce que tu parles justement d'interprétation, parce que tu n'es pas allé directement sur la gravure en tant qu'artiste, tu y vas en tant qu'interprète. Alors c'est ça, c'est la validité en tant qu'artiste que tu ne sentais pas que... Moi, mes peintures, mes objets, ce que je faisais me satisfaisaient pas. Je sentais que voilà, et je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à dire comme quelqu'un qui travaille avec des artistes. Voilà. Alors donc là, on va pouvoir affiner parce que effectivement, c'est être interprète, Tide Doucier, c'est être interprète. Alors, qu'est-ce que c'est être interprète justement par rapport à un artiste? Comment ça se passe et à quel niveau on intervient? Comment cet aller-retour avec l'artiste, cette communication, comment ça se passe? Comme je dis toujours, les musiciens ont coutume de toujours prendre des métaphores picturales pour parler de leur travail, et les plasticiens des métaphores musicales. Donc voilà, on tourne un petit peu en rond, mais c'est quand même ça qui m'a construit, c'est comme ça qui m'a permis de penser que j'avais des choses à dire, et l'interprétation, c'est se donner tous les moyens techniques depuis la matrice, depuis la création de la plaque, jusqu'aux moyens à proposer à l'intérieur de ce cadre qui est quand même fort strict. Mais encore une fois, c'est un peu comme si on ne proposait que d'écrire un quatuor à cordes, qu'un violoncelle ou qu'un piano. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce piano? Comment on croise les mains, comment on écrit les lignes mélodiques, etc. Ça, c'est vraiment le cadre. J'ai développé à l'intérieur de ça, évidemment, la taille douce, le cuivre, uniquement le cuivre. J'ai développé des techniques particulières parce que, en fait, dans l'histoire je me suis aussi pas mal coltiné. Je suis mon fil, vous inquiétez pas, mais avec ce qu'on appelle les artisans d'art, parce que les artisans d'art, ils ont tendance à très scléroser et à reproduire, à répéter des techniques ancestrales sans les interroger à l'aune de leur pratique, ce qui est quand même relativement, la plupart du temps, catastrophique. Je veux dire. Donc on fait comme ça parce que le père faisait ça, etc. Donc j'ai vraiment énormément travaillé des techniques, notamment le report de couleurs, pour pouvoir faire par exemple 2 passages, 3 passages.
les calages, le repérage. Ouais, parce qu'on c'est une vraie folie. J'ai passé des heures à m'arracher et à déchirer les épreuves, il faut me croire. Oui, ça. Voilà. Oui. Et donc, c'est des questions techniques qui sont très, très, finalement très pointues, mais si on reçoit un artiste, ce qu'on a appelé après les résidences, mais enfin c'est ça qu'on faisait, bon, il faut quand même être capable de lui donner le meilleur, et ça c'était déjà l'idée. Et capable de lui offrir un grand panel, parce que quand un artiste arrive, il faut que toi tu arrives quand même à sentir l'artiste, dans quel registre il est. Par exemple, là on le voit bien, entre comment Chad qui est là, il est dans un registre quand même assez particulier, lié, on voit tout de suite le dessin à la sculpture, et là on est quand même, avec Clément, on est dans un autre registre qui est beaucoup plus gestuel quelque part. Donc comment leur amener les possibilités, les multiples possibilités de la gravure, il faut que toi tu puisses maîtriser tout ça. Ben c'est ça, encore une fois, retour à la musique. Ça, c'est des jeux musicaux que je faisais avec mon père. C'est l'analyse de style. De quoi est fait le style de quelqu'un? Et qu'est-ce que je peux lui apporter? Et qu'est-ce que je peux, moi, penser, lui proposer comme outil? Pointe sèche, aquatinte, etc. etc. À l'intérieur de ce cadre de la gravure, qu'est-ce que je lui propose et qu'est-ce que je lui fais essayer? Il correspond à son langage. Sinon, c'est parfaitement... c'est ça. C'est parfaitement inutile. Alors, est-ce que quelquefois il y a quand même eu des blocages par rapport à ça? C'est-à-dire de dire je propose tel outil et voilà. Ou alors autre question par rapport à l'artiste, est-ce que quelquefois l'artiste est tellement spécifique que toi tu vas en recherche véritablement d'outils nouveaux? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr, des solutions techniques qui m'ont demandé des recherches, oui. Encore une fois, à l'intérieur de ce cadre-là, parce que voilà, c'est comme je dis toujours, la gravure en taille douce, cuivre, c'est une forme extrêmement petite. C'est pas une symphonie, c'est pas un concerto avec piano, c'est que ça, c'est très restreint. C'est vraiment de la musique de chambre. Je dois appuyer sur quelque chose qu'il ne faut pas. Voilà, il ne faut pas appuyer. Bon, je vais me retourner. Voilà. Donc voilà, c'est restreint, mais à l'intérieur de ça, les possibilités sont immenses, quoi. Je veux dire, si on respecte le médium, vraiment les possibilités sont tout à fait gigantesques, à condition de respecter le matériau. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on disait avant? Oui, alors on disait... Oui, alors donc offrir à l'artiste toutes les possibilités, c'est aussi entrer dans le style, et dans son style, et faire une œuvre d'humilité d'abord, parce qu'évidemment, comme tu as dit, on ne fait pas Martin Noël comme Chad, c'est pas du tout... les deux s'appréciaient beaucoup, hein, d'ailleurs. C'est même comme ça que j'ai réussi à... Parce que j'admirais énormément Robert Chad, et je l'ai rencontré à Karlsruhe, sur une foire d'art contemporain, et il me dit « Ah, c'est vous, Rémi Bucciali. Ah, vous avez travaillé avec Martin Noël. Ah, ah !» Bon, voilà. C'est l'idée qu'on est, à un moment donné, on est un peu comme un caméléon, on va s'imprégner du style de l'artiste et lui proposer quelque chose qui correspond à son univers, à la fois coloré mais plastique. On ne va pas se mettre à faire des choses qui n'ont absolument rien à voir, enfin lui proposer des choses qui n'ont rien à voir. Donc ça, je crois que les artistes en général, ils étaient très sensibles à cet aspect très souple qu'on avait par rapport à leur style. Et le niveau d'intervention, justement, ton niveau d'intervention par rapport aux artistes, il était, à mon avis, différent en fonction des artistes. C'est-à-dire que tu vas avoir des artistes qui vont être très rapidement autonomes et d'autres artistes qui vont te demander d'être vraiment beaucoup plus en soutien. Mais c'est peut-être en fonction de ce qu'ils veulent faire. Parce que est-ce que c'est toujours forcément une transcription de leur travail plastique, ou alors pour certains artistes, le fait d'arriver à la gravure, c'est faire un nouveau travail plastique. Enfin, pas une transcription forcément de ce qu'ils font. C'est exactement ça, c'est un nouveau travail. C'est un nouveau travail. C'est une nouvelle partie de l'œuvre. C'est pas une transcription. Qui n'imite pas une autre. Non, voilà. Non,
ce n'est pas une transcription non plus. Non, non, c'est tout à fait ça. Le langage est tellement spécifique qu'on passe dans un autre champ, quoi. On passe dans un autre champ. Ouais. Mais ça ne devait pas forcément être simple pour certains artistes. Non, je crois que l'ambition, j'ai toujours pour ambition de jamais être... j'ai perdu mon fil du coup, ça va me revenir. Ah, c'est pas grave. Oui, non, l'idée que il faut être dans l'univers coloré, dans l'univers plastique, et qu'après il faut tout de suite déceler si on fait fausse route, on va être capable de changer de route. Au début d'une séance, on va chercher un peu ce qui va convenir à l'artiste, et puis après, ben voilà. Et bon, on en a parlé à l'instant, mais j'ai très vite compris que j'allais pas, vu ce que j'ambitionnais, recevoir des burinistes oui, qui poussaient la gouge pendant des heures, parce que d'abord, ils avaient juste besoin de moi pour imprimer, voilà, donc pas pour créer, et puis que j'avais envie de m'exprimer entre ce pont entre la peinture et la gravure. Et d'ailleurs, ici à Saint-Dié, ça m'a beaucoup impressionné. Le fond, finalement, il y en a à la cathédrale, il y en a partout. L'importance que l'école de Paris a eue ici, à travers des gens que j'ai connus dans ma jeunesse, aux Beaux-Arts de Paris, comme Manessier, et Saint-Gier, moi, et là, je crois que cette période m'a énormément marqué, ça c'est clair. Et donc l'ambition, c'était de donner les moyens aux artistes de s'exprimer librement sur une plaque de cuivre. Toujours le cuivre. Oui, parce que... oui, alors le zinc, tout ça, trop... le moins possible. Le moins possible. Trop possible. Gris, trop dur, trop... Pour faire des couleurs de cet éclat, essayer de faire un jaune comme ceux-là ou celui-là ou celui-là. C'est pas possible c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que le zinc, c'est un matériau hybride qui va... nous, en gravure, on est la seule discipline graphique, d'impression graphique, qui va se livrer à un frottement de la couleur. Donc le chiffon va abraser la couleur, et dès qu'on l'abrase, elle va s'oxyder. D'accord. Ah oui, alors, effectivement. Donc voilà. Donc on va faire du gris. Oui, c'est ça. C'est pas le but de la manœuvre. C'est vrai. Alors c'est vrai que alors le zinc devait être tendance à être gris. Voilà. Et le zinc, il est catastrophique pour la couleur. Ça fait des très beaux verts. D'accord. Mais c'est pas, si on veut faire du jaune, c'est raté. Ça marche pas. D'accord. Oui, parce que la question est quand même, parce que et là peut-être tu vas peut-être nous éclairer, c'est que effectivement quand on regarde le travail de Noël sur ces couleurs. Comment on arrive à obtenir une couleur avec cette densité-là? Parce que c'est pas simplement un passage d'une plaque, quoi. Non, c'est pas un passage d'une plaque. Ce travail spécifique, il est assez complexe en réalité, parce que pour chaque épreuve, il y a une plaque vierge où on faisait un passage de gris neutre, de manière à ce qu'il y ait ce qu'on appelle, c'est un drôle de langage. Mais le fond de la couleur, c'est-à-dire la dégradation de la couleur, même s'il n'y a rien dessus, va nous donner quelque chose qui s'appelle un fond diffus, quoi, qu'on appelait la teinte. D'accord. Ouais. Voilà. Et je sais pas, par exemple, je pense à quelques ateliers parisiens. Un grand collègue qui s'appelle toujours d'ailleurs René Tazé, lui il fallait que le blanc soit blanc, le fond du blanc. Et moi j'ai toujours aimé que la couleur parle. Oui, c'est ça. Donc le blanc était trop dur. Et ça, tout le registre de la couleur parle. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc ça c'est une manière de penser aussi.
Mais pour avoir des résultats comme ça, donc on a mis un green note pour que justement que le fond diffus ne monte pas. D'accord. Pour neutraliser le fond c'est ça. du papier. Parce que le problème qu'il faut tout de suite appréhender, c'est que la référence au blanc, c'est le papier, c'est pas la couleur. Oui, c'est ça. Ça sert à rien de mélanger du blanc pour faire de la couleur. Oui. Parce que ça va pas être beau. Ça va pas être beau, ça va être tout dégradé, ça va pas, franchement pas être beau, non, donc, ça c'est voilà. sûr. Donc il y a tout cet aspect des choses et c'est de la pratique sans arrêt, sans arrêt. Voilà, bon. Il y a aussi l'aspect, et ça c'est mes années parisiennes, l'aspect de c'était pour ça que c'était lourd hein, parfois, mais pour un travail comme ça, il faut 2 personnes. J'ai formé beaucoup de filles, de gars qui sortaient des arts déco, etc. Bon. Mais il faut être 2 parce que, par exemple, je sais pas moi, il y en a une au milieu là où il y a un bleu foncé et un rose. Ouais. Déjà le rose c'est aussi comme le jaune, hein, c'est des trucs impossibles à faire ça. Donc, il y en a un qui fait le bleu et l'autre le rose, mais les 2 postes sont complètement séparés. D'accord. Et les chiffons séparés. Oui, parce qu'il faut essuyer, on essuie beaucoup en gravure. Sinon, il faut être extrêmement rigoureux là-dessus. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que la grosse problématique de la gravure, c'est quand même la propreté, l'essuyage et tout ça. Et ça, c'est compliqué parce que on est dans l'encre et l'encre a tendance à rapidement occuper l'espace hein, et en avoir partout. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est des méthodes vraiment rigoureuses et même si Philippe a bien vu à quoi ça ressemblait l'atelier, il y avait de l'encre partout, hein. mais juste aux bons endroits sur les épreuves. Voilà. C'était comme le but de la manœuvre. Parce que quand même, faut pas oublier ça, c'est que quand même, après c'est faire des multiples. Alors parce que faire des multiples et garder la même qualité, c'est quand même aussi un problème, quoi. C'est pas simplement faire 2 épreuves d'artiste. Donc si on tire, là on a combien? On a 40, hein, c'est ça? Donc un multiple comme ça, 40 fois, le calage, l'intensité de la couleur, voilà. On n'avait pas beaucoup à faire, comme on était quand même relativement à l'aise dans notre pratique. On avait finalement très peu de chutes. On avait peut-être 2% de gâchis, quoi. Au démarrage, parfois on cherchait 3-4, on tirait 3-4 épreuves, mais après, une fois que c'était calé, voilà. On peut dire que ça roulait. Tout ça, c'est quand même très long, hein, je veux dire. Oui, parce que faut pas oublier que tout ça, c'est quand même un travail manuel. Et donc, l'essuyage, quand on voit l'essuyage entre 2 fois, enfin, je fais un petit peu de gravure, je commence, mais quand je vois entre 2 essuyages, 3 essuyages, impossible d'avoir 2 fois la même chose, quoi. Avec du noir. Uniquement, pas avec la couleur. Avec du noir, oui. Non, c'est ça a toujours été un peu mon but et mon objectif, c'est de ne jamais proposer à un artiste, au moment de la signature, qui est un grand moment symbolique, hein, finalement, ne jamais lui proposer une épreuve dont moi je n'étais pas satisfait. Donc déjà, quand on signait, il n'y avait rien à retirer en principe. Hein. Voilà. Voilà, et puis, oui, un peu de perte, mais vraiment, finalement pas trop, quoi. Voilà. Après, on faisait, à la fin, les artistes avaient l'habitude, à la fin de la séance, on faisait ce qu'on appelle un bon essai, mais pas justement les plaques pas coupées, un peu brutes. Mais moi, je savais qu'on améliorerait la couleur, on allait caler la couleur au moment du tir où on mettait en route le tirage. Donc affiner le rouge, le vermillon, là, le vermillon juste, etc. Et voilà. Et après, on n'avait plus qu'à... Mais je voulais dire tout à l'heure, ça c'était peut-être un des chantiers les plus importants qu'on ait jamais fait, parce qu'il y a 20 pièces, tirées à 50 exemplaires, ce qui était déjà pas mal, plus des épreuves d'artistes.
Ça représente plus de 2 ans de travail avec, à la fin du compte, 1200, 1300 épreuves. Oui, oui. Et oui. Oui. Donc, c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'est énorme, voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, après, voilà, c'était des choses très délicates à faire. Mais tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs exemplaires, mais aussi ce langage de la gravure, j'ai toujours insisté, je vous dis un peu dans le texte, hein, je veux dire, il se justifie qu'à un seul exemplaire. C'est pas parce qu'on fait plusieurs exemplaires que... Voilà, oui, hein, c'est pas parce qu'on fait plusieurs exemplaires que c'est plus ou moins intéressant. C'est le fait qu'on a décidé de jouer du violoncelle plutôt que... Voilà, plutôt que d'être dans un... Plutôt qu'autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est... on peut penser, quand on regarde le travail de Martin Lal, qu'il y a un peu de rapport avec l'art construit. Mais, pour moi, c'est pas tout à fait ça. Mais dans l'art construit, on a beaucoup employé, les grands comme Henri Nemours et d'autres, beaucoup employé la sérigraphie. Oui. Il y a un côté extrêmement froid, parce que là, il y a... pas le même rapport. C'est pas du tout le même rapport. Il n'y a pas du tout non. Le fond, ça parle pas, quoi. Je veux dire, c'est blanc, blanc ou noir. Hein. C'est que du recouvrement, quoi. C'est que du recouvrement. Voilà. Et donc, on peut faire... Oui. Et puis, on n'est pas du tout dans le même rapport physique à la couleur. Parce que là, je reviens au cuivre, et c'est aussi peut-être ça, quand même, la différence. Le cuivre, il porte en lui, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans ce matériau. Quand on travaille à la pointe sèche, il y a quand même quelque chose, parce qu'en lui, il a plein de choses, quoi. En même temps, il révèle des choses, il est assez solide, mais aussi de la tendresse. Enfin, il y a quelque chose d'assez étonnant dans le cuivre. Et je crois que quand on travaille aussi, ce qui permet aussi de faire de l'aquatinte, sur le même matériau de faire de la pointe sèche, de faire de l'aquatinte, c'est quand même pas. Et il y a quand même quelque chose de spécifique par rapport, voilà, je sais pas, je n'arrive pas à en dire plus. Je sais pas, pour moi, c'est comme une peau. Il y a un rapport à la scarification, il y a un rapport au tatouage, comme on dit aujourd'hui. Hein. Je veux dire, le cuivre, on l'effleure avec une pointe d'acier et il garde une trace. Oui, même un ongle, à la limite. Même un ongle, on arrive à faire. Donc c'est extrêmement sensible, et en même temps, quand on dit que c'est le rapport à la peau, c'est la moindre chaleur, on la ressent sous la paume. Donc il vit avec le corps, le cuivre, complètement. Et voilà, alors que l'acier c'est froid, c'est dur, etc. Mais le cuivre, ça répond. Et par rapport à l'aquatinte... Oui, voilà. Donc là, il faut de la chaleur. Alors voilà, faire de l'aquatinte sur zinc... Peut-être rappeler ce que c'est que c'est beaucoup plus difficile que de faire sur du cuivre. Alors justement, peut-être nous rappeler ce que c'est que l'aquatinte. L'aquatinte. C'est pas de la taille directe avec une pointe sèche, comment ça fonctionne, et puisque là, on a des aquatintes, justement. Voilà. Donc là, oui, l'atelier était réputé, on est devenu quand même d'assez bons spécialistes de l'aquatinte, aquatinta, ça vient de l'italien, qui veut dire eau teintée, tout simplement. Et donc, au départ, les graveurs du XVIIIe voulaient imiter la vie. Elle voulait imiter le lavis. Le lavis, oui. Et l'aquatinte, on l'a mise au point au 18 par là. Alors, moi, les plus anciennes aquatintes que je connais, disons que ce qui est emblématique, c'est toutes les séries de Goya, par exemple. Hein. Ça, c'est des aquatintes. Et sucre, d'ailleurs. Et sucre. Voilà. Et donc, c'est l'artiste à main levée, hein, directement sur la plaque. Et puis voilà, il y a un trait d'eau forte et 2 ou 3 morceaux d'aquatinte. C'est extrêmement simple. L'aquatinte, c'est de la résine de colophane qu'on va saupoudrer le plus finement possible, ou pas forcément, et on va chauffer sous la plaque de cuivre, on va chauffer avec un genre de chalumeau. Il faut que le grain fonde légèrement, mais pas trop. Voilà. Regardez la brillance. Voilà, il faut juste que le grain soit... Voilà. Et c'est un peu comme... il y a de la cuisine, hein, c'est comme ça. Et donc, quand le grain est juste, il faut s'arrêter. Parce que si on chauffe trop, le grain va trop fondre et s'étaler, et ça ne va pas du tout. Il faut comme se rendre compte que... vous êtes graveur, donc vous le savez, mais je veux dire...
par rapport à la gravure sur bois, le creux en taille douce, c'est un dixième de millimètre. Oui, c'est ça. C'est rien du tout. Alors que en gravure sur bois, c'est 3 millimètres. Oui, c'est ça. Ou 2, ou 1, je ne sais pas, ça n'a à peu près rien à voir. Et donc, pour arriver à faire un creux avec ces espèces de... En fait, c'est une trame manuelle qu'on va essayer de faire pour arriver à piéger l'encre à la fin. Oui, c'est ça. On va ancrer et puis après essuyer, que les espaces non gravés soient dégagés, etc. Voilà. Donc le sucre, c'est une sorte de... Comme j'ai des... Je bois un peu. Donc le sucre, c'est un... Encore une fois, j'avais inventé mon propre mélange. À l'origine, c'est de l'encre de Chine avec du sucre. Moi, il n'y avait plus de sucre, il n'y avait plus d'encre de Chine. Bon, aussi un peu d'encre de Chine, mais bon. En fait, l'idée, c'est de permettre aux peintres, aux plasticiens, de peindre en positif, d'être en positif. Oui, c'est ça. Parce qu'on est quand même toujours à l'envers. Et ça, c'est toujours à l'envers. C'est un vrai problème quand même. Il faut penser à l'envers. Donc, c'était toujours d'être en positif, d'avoir son geste positif. Et après, donc, on va se livrer à un recouvrement du sujet, puis un découvrement, ce qui va nous donner... ça va permettre de passer du positif au négatif et retourner au positif. Voilà. Ça, c'est le grand truc voilà. Et puis, il se trouvait que quand Goya était quand même quelque chose dans ma vie aussi, parce que ce grand clown de Salvador Dali, pour qui j'ai tiré des milliers de points sèches, avait décidé un jour de... c'était des petites plaques, au format, quasiment au format. Hein. Donc c'est pas grand une gravure de Goya, si vous voyez. Et donc, il avait décidé de retoucher, de faire des commentaires sur la série El Sueño de la Raison Produce Monstruos. Si vous voyez, il y a l'artiste qui est comme ça, il y a des chauves-souris qui lui tournent autour, etc. Et donc, c'est une série majeure de Goya. Et comme ça, j'ai eu pendant des semaines toute la série des Sueños. Toute la série, et des images que je connais presque par cœur, quoi. Et donc voilà, on voyait, c'était reproduit en héliogravure. Voilà. Et donc, Dali avait fait dessiner des zigouilles, des pointes sèches par-dessus. Par-dessus. J'avais pas bien compris l'utilité de la main d'œuvre, mais c'était... Mais Dali, il aimait bien... Bon, alors après, il y a... Alors ça, je peux faire une parenthèse, je peux parler de ces années-là, parce que c'était un peu comme des mines de diamants en Afrique du Sud, ou quelque chose comme ça. C'était un peu... Là, on tirait des milliers de Dali, et la voyouterie des éditeurs et des gens qui tournaient autour de ce marché-là à l'époque aurait pu me pervertir. Ça a été tout le contraire. J'ai tout de suite pensé que c'est pas ça que je voulais faire. C'est-à-dire, voilà. Il faut quand même vous expliquer que les gens c'était quand même, il fallait avoir une estampe de Dali, les gens étaient comme des fous avec ça. Et donc, comme une pointe sèche est fragile, eh ben, on faisait une espèce de surgravure au burin où on aciérait la plaque, et puis on la réaciérait, et puis on la... Mais on donnait aux gens joli certificat, cette gravure a été porte le numéro 43 sur 250. 250 quand même, hein. Bon. Oui. Mais on leur disait pas que ça c'était Vélin d'Arche, mais il y avait aussi Richard Debat, il y avait aussi Vélin de Rive, il y y avait aussi... voilà. Avant ils en avaient 1000, quoi. À la fin, c'était juste complètement invraisemblable. Et puis ça, ça existait. J'aurais craché. Nous, on travaillait sur du papier signé à l'avance. Vous voyez, un peu. Hein. Donc, tout était possible. Mais quand je dis que c'était comme les mines de diamants, quand il y avait une épreuve ratée, le patron passait, déchirait le coin où il y avait la signature pour les ramener au secrétaire de Dali.
Ouais, c'était quand même... Ah ouais, d'accord. Et pas question qu'on s'en carotte une. Ouais, c'est ça. Bon, Ouais. voilà, bon. Ouais. Voilà. Et puis, voilà, alors c'était... Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette œuvre-là. J'ai jamais été un grand fan, mais voilà, surtout quand j'ai découvert Yves Tanguy, je me dis qu'il avait un peu trop regardé Yves Tanguy, mais bon. Oui. Yves Tanguy, oui. Qui est quand même beaucoup plus beau. Oui, c'est sûr. Voilà, c'était un grand virtuose, c'est pas ça. Oui. Mais le personnage était quand même tout à fait insupportable. Voilà, bon. Bon, il a écrit. Voilà. Mais je peux dire, je vois un Dali dans n'importe quelle galerie, je dis, bah, celui-là, je l'ai fait. Voilà. Mais comme école d'imprimerie, comme école pour se faire la main avec les pointes sèches, bah, il n'y avait pas mieux. Quoi. Alors justement, puisqu'on parle un peu d'économie, parce que quand même ce métier-là, taille d'oussier, parce que quand même fait ça toute ta vie, il a fallu quand même vivre avec ça. Alors comment c'était viable encore il y a quelques années et comment c'est plus trop viable maintenant? Voilà. Et quel était le marché, quelle était la diffusion, comment ça se passait? Et aujourd'hui, alors comment font les artistes aujourd'hui? C'est aussi la question, quoi. Est-ce qu'il y a encore des tailles? On peut encore alors, si on prend les choses dans l'ordre, je pense que oui, il y avait un grand marché dans ma jeunesse, il y avait près de 50 ateliers professionnels. Aujourd'hui, il y en a peut-être 3 ou 4 professionnels. D'accord. Bon, le mien est enfermé. Voilà. Et puis, je le dis tout à fait clairement, j'étais devenu le seul éditeur de gravures professionnelles. C'est-à-dire que les autres, mes 2 ou 3 collègues parisiens qui restaient, ils faisaient que ils imprimaient la demande. Je veux dire, bon, moi, je sais que Clément a travaillé aussi avec Tazé. Bon, ben, là, il lui disait, son éditeur disait, je veux 10 épreuves. Ça aussi, c'est une chose que moi, j'ai tout de suite dit non. On fait les 30. Et on ne fait pas, mais on morcelle pas le tirage. Oui, parce qu'on fait du mauvais travail. Oui, c'est ça. Et reprendre un rouge 3 ans après, c'est pas vrai. C'est pas possible. Bon, voilà, ça c'est des aspects des choses. J'espère que je suis pas trop technique, parce que voilà. Bon, ça c'est une chose. Et puis quand je me suis retrouvé, enfin, je suis arrivé en Alsace il y a 45 ans, ou 45 ans, je pense maintenant, ou bientôt 50, je ne sais plus. Voilà, j'ai dit, ben oui, mais ça va être compliqué, et j'ai tout de suite eu envie de faire de l'édition. C'est-à-dire moi, m'engager dans le processus de production. Un peu comme le cinéma, finalement, oui, avec les artistes, on mettait nos moyens en commun. C'est ça, L'artiste apportait son savoir-faire. Oui, comme un écrivain avec ce... Comme un écrivain, et puis voilà. Et puis après, on arrive quand même... à un moment donné, j'étais dans un moulin à papier, c'est comme ça, vous savez, la culture du papier, un moulin à papier en Charente. Et puis je rencontre un artiste danois, qui était important, dans une très grosse galerie danoise, qui s'appelle la Galerie Moderne, qui existe toujours, à Silkeborg. Et puis moi, j'ai une copine danoise qui fait un salon au Grand Palais. Ah, je vais l'appeler, tu travailles bien, il faut que tu fasses ça s'appelle le Saga. Ah bon? Et voilà, et je me retrouve avec je travaille des nuits, j'étais seul, je travaille des nuits entières, et on arrive, 88 peut-être, au Grand Palais, et cette dame s'appelait Jessie Westenholz, c'était la compagne de Jean-Pierre Jouette, le fondateur de la FIAC. Et voilà, puis on accepte de nous donner un stand. Oui. Voilà. Je rencontre quelqu'un très très connu dans le métier qui s'appelait Anne Lahumière, et la grande galerie d'art construit, et qui dit voilà, mais oui, bon, ça je prends, ça j'achète, ça j'achète. Voilà, d'accord. Voilà. Donc les galeries voilà. Oui, c'était nos clients, les galeries. Les galeries étaient... C'était nos clients, les galeries. Oui. D'accord. Donc pour revenir à ta question, la dégradation des choses, comment c'est fait, je crois qu'il y a tout un effet générationnel, où on est
qu'un avatar là-dedans, le rapport à l'image, qu'on ne cesse d'interroger, le problème des écrans, le problème de l'impression numérique, le problème d'une génération qui cherche juste à avoir un décor, oui, c'est ça. Une belle photo, une grande photo dans leur loft, enfin je que sais, Oui, il y a tous ces aspects du problème. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses et tellement de production d'images que quelque part, la personne lambda n'identifie plus rien, quand elle n'arrive plus à prendre en compte une gravure, ce qu'est une gravure par rapport à d'autres images. Oui, c'est vraiment... voilà. Ça nécessite un peu d'intérêt. Oui, c'est ça, oui. C'est un petit effort, quoi. Oui. Voilà, je hurlais toujours quand on me disait bah oui, mais vous êtes une niche. Alors je faisais waouh, parce que. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas intéresser tout le monde avec certaines images. Il faut un peu rentrer dedans, il faut avoir de l'intérêt pour l'image, etc. Mais bon, voilà. C'est une culture aussi. C'est une culture. Le fait que tu t'installes en Alsace, c'est pas un hasard non plus. Bassin rhénan. En Alsace, oui, j'ai trouvé vraiment un terrain d'intérêt pour l'œuvre sur papier, d'une manière générale. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quand même à Colmar né quasiment, enfin pas tout à fait, mais c'est les tout débuts de la gravure avec Schöngoer et des gens comme ça. Oui, effectivement. Oui. Et c'est vraiment, effectivement, quand je dis le bassin rhénan, l'Allemagne et tout ça, il y a une culture de la gravure. Il y a une culture d'avoir des gravures chez soi. Oui. Culture qu'on n'a pas tout de suite quand on passe dans les Vosges, à l'intérieur, on va dire. On n'a plus du tout cette culture-là de la gravure. C'est assez étonnant, ça. Mais d'une manière générale, puis pour appuyer ton propos, je voulais dire, comme nous disons en France de l'intérieur, la culture du papier, ça n'a jamais été tellement ça, quoi. Une œuvre d'art, c'est forcément une toile, quoi. Voilà, c'est forcément une peinture. Mais une œuvre sur papier, c'est pas grand-chose. Alors ça, c'est compliqué à expliquer aussi aux gens que, effectivement, si on veut avoir accès à de l'art contemporain et avoir accès souvent à des grands artistes, le biais de la gravure est un biais extraordinaire. Parce qu'on peut acquérir quand même des œuvres pour un prix correct, je ne vais pas dire modeste, mais pour un prix correct par rapport à une peinture, voilà. Et ça permet quand même d'avoir accès à de grands artistes, ou à des artistes reconnus en tout cas. Oui, tout à fait. Et puis, je veux dire, bon, les grands graveurs, je pense en particulier Pierre Leczinski, il a très bien compris que pour lui, la gravure, c'est un très très bon graveur, il a travaillé avec plein d'ateliers, c'était la démultiplication de son nom. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Parce qu'avec ses gravures, il est rentré partout. Oui, effectivement. Et il pouvait faire une expo qu'avec des gravures. Et donc, elle a dit, ah oui, Leczinski, et puis voilà, puis il est devenu, voilà. Et puis, lui, pas comme certains que j'ai rencontrés, lui, il aimait, il fait toujours, mais il est quand même très âgé maintenant, mais les grands lithos, il les a fait lui-même, les gravures, il les a fait lui-même. Lui, ça l'amusait, quoi. Voilà, c'est tout le processus. Tout le processus, hein, même comme un peintre, comme tous ces grands artistes allemands. Là aussi, il y a une tradition de la gravure. Je veux dire, il y avait une tradition de la gravure sur bois. Voilà, à travers tout l'expressionnisme aussi. L'expressionnisme, c'est formidable. Il ne faut pas les oublier, quoi. Toute cette période-là. Oui, c'est absolument énorme, quoi. Donc voilà, il y a. C'est un. Mais ce que je veux dire, je pense qu'avec le public, on a du mal à faire comprendre aussi que la gravure, c'est véritablement un langage spécifique, que ce soit la gravure sur bois ou la gravure eau forte et tout ça. Le matériau même, le fait de graver, l'histoire de l'envers, l'endroit et tout ça, tout de suite, on est dans un langage spécifique et il faut savoir apprécier ce langage spécifique. Alors on est déjà pas trop bien formé à apprécier l'art contemporain, la peinture, tout ça, mais le langage spécifique de la gravure, c'est encore quelque part plus pointu, quoi. Voilà. C'est pas évident, quoi. Oui, mais bon,
Juste, je pense que le public qu'on avait, ils achetaient une estampe, certes pour mettre chez eux, etc. J'ai eu des collectionneurs de gravures, ça existait. Et alors ça, c'est aussi un aspect des choses, c'est que c'est comme une génération qui a relativement disparu. Ah oui. Voilà, les gens qui achetaient, j'en connaissais un monsieur, il arrivait, il disait... C'était pour mettre dans des tiroirs. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est pour le vrai collectionneur. Le vrai collectionneur. Hein. Qui ressortait de temps en temps. Il partait avec 10 ou 15 pièces. Hein, donc voilà. D'accord, ok. Voilà, c'est... On lui vient... Ah, il met un geste commercial. Ah oui, normal. Bon, normal. Non, mais c'était des amis, à la fin, c'était des amis. Quoi. Alors, tu disais aussi les artothèques à l'époque. Alors, grande époque aussi. Artothèque, grande époque aussi. Ça, c'est bon, évidemment, le moment où la culture commence à devenir comme une idée d'État. Et voilà, on ouvre des artothèques partout. Et nous, quand on descendait au Grand Palais, avec nos dernières créations, on recevait les artothèques de La Rochelle, de Nantes, près de Montélimar. Enfin, il y en avait une fameuse. Juste quand on arrive à Montélimar, c'est quoi déjà? Bon. Et donc ils venaient faire leurs courses, quoi. Ils disaient, voilà, on prend ça, ça et ça. Nous, ça nous faisait... On avait payé notre stand avec ça. Voilà. Mais je pense que dans les années, je ne sais plus, 95 ou 2000, il y a un grand retour excusez de dire ça comme ça, mais un grand retour réactionnaire. Et les municipalités, petit à petit, trouvent que ça fait vraiment un peu trop populo-gauche les artothèques et ferment petit à petit les artothèques et dispersent les collections. D'accord, oui, c'est ça. Dans les services municipaux, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus rien du tout. Quoi. C'est plus rien du tout. À Mulhouse, qui avait une grande collection de chez nous, j'ai retrouvé des choses rares que j'ai même pas moi. Quoi. Donc, c'est aussi une mémoire, ça, je trouve formidable. Bon, voilà. De ce point de vue-là, je peux dire qu'il y a aussi des difficultés avec les institutions, puisque Oui, parce que les institutions du type par exemple, Fonds régional d'art contemporain, tout ça, oui. Ils achetaient, c'est pas des gens qui achetaient ça. Je dirais que le FRAC m'a acheté une fois, la région plusieurs fois, mais le FRAC, ça a été une fois, et après, voilà, le FRAC, c'est devenu quand même... avant tout une affaire d'art conceptuel. Donc, je veux dire, nous, la gravure là-dedans, la production d'images, on l'a vu aussi dans l'enseignement et dans les écoles supérieures d'art, disparaître petit à petit les classes de gravure. Les classes de gravure ont fermé, parce que c'était ringard, quoi. Oui, puis techniquement, c'était... je pense que c'est quelque chose d'un peu lourd, techniquement. Et surtout que maintenant, on est passé dans l'idée... Alors, parce qu'il y a aussi toute une époque, quand tu dis c'était ringard, c'est-à-dire que les enseignements, ils étaient des enseignements conceptuels, quoi. Oui, tout à fait. Totalement conceptuels. C'est-à-dire que on maniait de moins en moins. Bon, alors l'atelier peinture restait un petit peu, machin, et encore, machin. Mais gravure, tout ça, effectivement. Alors, la photographie, par contre, c'est... à une certaine époque, c'est développé d'une manière incroyable. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est vrai que l'atelier gravure est tombé quand même assez en désuétude, quoi. Oui, et puis encore une fois, il y a une fausse idée de l'image, c'est une gravure, enfin, c'est le rapport à aussi quelque chose qui s'est probablement dégradé, mais ça sert à rien de faire le bureau des lamentations, parce que, je veux dire, ce qu'il faut interroger, c'est le rapport à l'image. Le rapport à l'image fixe, en l'occurrence, de l'image construite, de l'image qui a du contenu, par rapport à ces milliards d'images qui s'agitent sans arrêt, qui sont quasiment plus du tout construites, quoi. L'essentiel, c'est de faire de l'image. Alors c'est vrai, quand on emmène des gamins au musée
Et quand on le met devant un Nicolas Poussin, c'est pas toujours évident, quoi. Non, c'est sûr. C'est pas toujours évident. Voilà, et puis donc la gravure, elle demande, c'est vrai, elle demande une démarche, et il faut rentrer un petit peu, il faut rentrer, quoi, il faut... Et une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, elle vous interroge vous-même, elle vous pose des questions sur vous-même. Et il faut aussi pas complètement être terrorisé sur ce qu'elle vous raconte. Ça met toujours des choses en danger. C'est pas juste quelque chose de décoratif. Oui, c'est ça. C'est pas juste quelque chose de décoratif. C'est pas juste quelque chose de décoratif. Ouais. Bon, mais ça, c'est toutes les œuvres d'art en général. Mais il y a ce rapport. Alors là, c'est là où j'en viens. Il y a ce rapport dans les grandes, même si c'est quand même des grandes pièces, mais il y a quand même le rapport à l'intimité. Oui, souvent. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Parce que souvent, là, on a des grandes pièces, mais la gravure, c'est une concentration de moyens, c'est une concentration de vision aussi. Parce qu'on est vraiment souvent sur des petites choses, et ces petites choses sont monumentales, quoi. Ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Tout à fait ce que je pense. Oui, assez extraordinaire. Oui, tout à fait. Le côté monumental. Alors il y a des choses comme ça qui sont tout à fait curieuses. Même si je suis désolé si c'est un peu trop pointu, mais la pointe sèche, par exemple, c'est donc on va dessiner avec une pointe d'acier directement sur la plaque, le cuivre en l'occurrence. Ça va laisser ce que nous appelons une barbe, une levée de métal, et ça va donner un trait un peu flou comme ça, qui est magnifique. Et personnellement, je suis à peu près convaincu que c'est Rembrandt qui est le premier à ose faire des pointes sèches, parce que tout à fait, les toutes dernières gravures de Rembrandt, on observe des coins où il y a un peu de pointe sèche. Bon. Et donc cette pointe sèche, ça donne un aspect très sensible, mais par exemple, si on fait une grande pièce comme ça, le trait restera fin, et c'est très compliqué de faire une pointe sèche à l'échelle d'une pièce comme ça, d'une grande pièce comme ça. C'est pas possible. Donc il faut passer par d'autres biais. Enfin, Cornu, il arrive à le faire quand même. Oui, mais alors j'allais y venir, évidemment. Cornu, l'inévitable. Mon cher ami Michel, il a justement travaillé un biais pour presque truquer ce rapport à l'échelle de la pointe sèche. Mais il fait des pointes sèches qui font 2 mètres de haut, quoi. Ouais. Bon, il y met quand même beaucoup de sa personne. Oui, c'est-à-dire que quand on voit travailler ses pointes sèches courbées sur son cuivre avec une ceinture de travail, c'est vraiment un rapport physique, oui, là, on est physique à son travail, à la matière, à la souffrance. Oui, c'est un rapport incroyable. C'est un rapport physique extrêmement fort. Il faut que ça... Voilà. Et pour ça, je respecte infiniment j'aime et je respecte son travail, mais voilà, c'est quelqu'un qui ne se pose pas la question de... C'est une nécessité, c'est un chemin. Ah, oui. C'est un chemin nécessaire. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pas une... Oui, ce rapport-là, c'est une nécessité, comme le dit Kandinsky, une nécessité intérieure. C'est une espèce de truc qui, forcément, ça fait partie du... Voilà, c'est comme ça que... Ouais. Et ce rapport-là à l'œuvre aussi, quoi. Parce qu'on le voyait, parce que nous, on le connaissait un petit peu, parce qu'il était de Saint-Dié, et donc on a exposé il n'y a pas si longtemps ses gravures ici. Mais même en peinture, quand je me rappelle, quand il commençait ses premières peintures et tout ça, il était déjà dans la recherche de ce chemin-là. Et il lui fallait le cuivre comme résistance, je dis maintenant. Et c'est vraiment ça qu'il lui fallait. Et je crois que c'est pour ça qu'il est très fort dans ce domaine-là et qu'il arrive à faire ce travail. J'ai appuyé encore. Il ne fallait pas. Je peux parler sans micro, ça ne me pas. Oui, mais c'est pour la petite... Non, je viens de...
je viens de boucler à sa demande un texte sur son travail. C'est notre histoire, hein. Ça fait voilà, 35 ans qu'on s'est rencontrés. Et, il faisait que de la peinture. Et je lui ai donné une pointe sèche, je lui ai donné une plaque de cuivre, et c'est comme si c'était une révélation, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Au début, il avait du mal à faire la synthèse entre sa peinture et la gravure. Il a tout de suite compris ce que c'était que la pointe sèche. Il faisait des pointes sèches magnifiques. Mais après, ça a été... Il n'arrivait pas à faire la synthèse, et puis tout d'un coup, il s'est mis à basculer dans le papier. Il fait quasiment plus de toile. Oui, c'est ça, que du papier, que du travaux sur papier. Que du papier. Donc oui. Ça, c'est le vrai lien. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé du papier. Mais dans la gravure, c'est quand même quelque chose d'essentiel aussi. Ben oui, c'est le rapport au papier. Et puis le rapport au papier, c'est aussi ce rapport qui est historique à la diffusion des images et de la culture en Occident. Parce que, voilà, le papier commence à se diffuser autour du XIIe et XIIIe siècle. Les moulins à papier fleurissent un peu partout en Europe. Et à ce moment-là, tout à fait au même moment, alors ça c'est, j'en parlais encore hier soir avec un philosophe, je veux dire, la fausse idée, et qui n'est pas très développée d'ailleurs, quand on ne parle pas beaucoup de cet aspect des choses. La fausse idée, c'est que tout d'un coup, la roue apparaît, l'informatique, l'écriture, tout ça, c'est comme par hasard, et ça développe, l'humanité se développe. Non, c'est parce que les sociétés poussent que tout d'un coup, on trouve des formes d'écriture. C'est parce que la société pousse que tout à coup, on découvre, on met les techniques en place pour l'imprimerie. Oui, c'est le cas aujourd'hui avec l'IA. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'informatique qui bouleverse nos vies. Hein. C'est absolument clair. Donc ce rapport à l'image est bouleversé aussi, ça c'est certain. Même si on peut ne pas toujours être d'accord avec Walter Benjamin, mais parce que je pense qu'il a un petit peu passé à côté du rapport à l'image de la diffusion, parce que sa grande crainte finalement c'était que le fait de diffuser une image à beaucoup d'exemplaires allait faire perdre la valeur la valeur à l'image. Ouais. Je ne sais pas, les milliers de reproductions de la Joconde ou de Marilyn Monroe. Donc voilà. Et je pense que c'est quand même pas ça qui s'est produit. Non. Voilà. Je lisais dans le même ordre d'idée que l'arrivée de l'écriture, à l'époque de Platon, de Socrate, on a eu des angoisses à l'arrivée de l'écriture, en se disant que l'arrivée de l'écriture allait tuer tout ce qui était mémoire et philosophie, puisqu'on était dans l'oral à cette époque-là. Et donc, ils ont eu de grosses angoisses avec l'arrivée de l'écriture. On n'imagine pas ça aujourd'hui. Avec l'IA, c'est ce qui se passe. Ça va rendre exactement dans le même rapport, dans un même type de rapport. Quand le chemin de fer est arrivé dans les campagnes, c'était pareil. Bon, ça n'a pas lieu d'être, quoi. C'est juste pas des débats. Voilà, bon. On sort de notre sujet, mais non, c'est tout ça, c'est le rapport à l'image, c'est la qualité de l'image qui ne peut que sortir plus forte dans la mesure où on se donne énormément de mal pour créer une image. Et je pense que l'image vous le rendra, quoi. Oui. Et voilà, après, oui, j'ai imprimé des milliers d'images dans ma vie, c'est certainement des milliers. Des milliers, avec beaucoup d'artistes. Avec beaucoup d'artistes. Alors le choix de ces trois artistes, est-ce que le choix s'est fait, un petit peu pour parler de l'expo, s'est fait naturellement? Oui, finalement, on peut parler un peu de l'expo. Parler un peu des trois artistes. Est-ce qu'il s'est fait naturellement? Comment? Voilà. Alors tu le dis un petit peu dans le texte que tu as travaillé avec beaucoup de personnes, mais que voilà, tu as fait ce choix-là. Voilà. Bon, on avait 3 murs, c'était déjà ça.
Oui, effectivement, plutôt que de mettre 3 murs, 3 artistes. Que de mettre 10 artistes sur 3 murs ou 15. On pouvait mettre 150 pièces avec 40 artistes, mais j'ai pensé que ça ne rendrait pas du tout justice à ce que j'avais envie de montrer. Voilà. Et Martin, Noël, c'était une des rencontres qui m'a le plus marqué. Robert, Chad, c'est un peu plus récent, mais ça a aussi été... c'est aussi un peu des circonstances dramatiques, parce que le grand galeriste de Besançon, qui nous a présenté, et il y avait une très grosse exposition dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, et Jean Grezet nous présente, le galeriste nous présente et dit il faudrait faire une série d'estampes pour cette exposition. Donc voilà, il y a des sculptures Arquessenan à Beaune, au musée de Bibrac, qui est un endroit magnifique, si certains d'entre vous connaissent. Et donc voilà, ça s'est rencontré Robert comme ça, et j'ai dit je rêvais de travailler depuis 20 ans avec vous, mais voilà, avec toi. Et voilà. Et puis Alain Clément, j'ai rencontré à Nîmes, il avait Nîmes toujours. Et puis, voilà, il venait sur mon stand. Il dit, ça serait très très bien. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et puis un jour, il est venu, et puis il a vu qu'on travaillait un peu sérieusement, et puis il est venu chaque année après. Voilà. C'était toujours aussi ça, la difficulté de l'exercice, c'est de faire venir les artistes. C'est ça, oui. Hein, voilà. Oui. J'en profite parce qu'on est allé plusieurs fois, 2 ou 3, avec Alain Clément, chez Claude Viala. Évidemment, j'aurais rêvé de faire des gravures avec Viala. Et le vieux Viala, excusez-moi, mais il est un petit peu gâté aujourd'hui. Et il m'a dit il faudrait que je peigne à l'envers. Et ça m'a glacé. Ça, c'est sûr. Ça m'a glacé. Voilà. On s'est arrêté là, quoi. On s'est arrêté là. Effectivement. Je dis, moi, vous ne peignez pas à l'envers. Vos éponges, elles marchent dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Voilà. Ouais. Il y en a un autre comme ça qui m'avait aussi dit, je vous envoie une photo, vous allez vous débrouiller. Ah oui, voilà, oui, c'est ça. Il s'appelait Velikovic. Oui, Velikovic, alors ça m'a étonné. Vous vous rendez compte, monsieur? Tu m'as dit ça, alors que moi, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Mais arrivé à ça, effectivement, je vous envoie les points de sèche que vous auriez pu faire? Velikovic, oui. Extraordinaire. Avec l'énergie qu'il a dans la peinture. C'est sûr. Voilà. Puis c'était la limite de l'exercice. Donc, je parlais d'Algenski, mais Alain Clément, c'est un vrai graveur qui a eu un atelier, qui a animé, qui a même fait fabriquer des presses, qui a été directeur de l'école des Beaux-Arts de Nîmes, enfin, un vrai graveur, quoi. Et donc, on n'avait pas besoin de prouver notre capacité professionnelle. Il a vu ce qu'on savait faire, ça s'est fait naturellement. Naturellement, il n'y avait pas de problème. Puis c'est un grand monsieur, quoi, qui a des érudits extraordinaires. Alors avec une cohérence de style et une identité extraordinaire. Oui, c'est ça. Voilà, sa manière de remplir complètement l'espace, d'appuyer son dessin contre les parois du format, mais complètement, il sature l'espace. Oui, c'est ça. Il sature l'espace. Ouais. Mais en même temps, ça empêche que c'est quand même assez... Il sature l'espace, mais c'est assez léger, quoi. Donc il y a ce double aspect. Comme ça. Il y a aussi un aspect, il est toujours dans le rythme. Hein. Il est dans l'aspect musical, il est dans le rythme ternaire. Et en même temps, il dépasse l'espace, quoi. Oui. Parce que là, on voit sur cette ligne verte ou les autres lignes, effectivement, notre œil, même si on est là, notre œil continue la ligne. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire, quand même. Ouais. C'est comme ce que j'aime bien aussi les gravures de Chad, parce que on voit que c'est véritablement un sculpteur, et deux, quand on suit cette ligne et qu'on regarde on continue là, on
fait bouger on fait bouger la ligne, et elle continue à s'élever, quoi. Oui. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et puis les densités, par exemple, sur la quatrième œuvre, on arrive à voir la densité qui peut y avoir entre ces formes à un certain moment, comment elles vont se resserrer et comment elles vont resserrer l'espace. C'est un travail noir-blanc, mais c'est extraordinaire, quoi. Je vous invite à aller voir la sculpture de chat. Il y a des œuvres qui sont extraordinaires. Voilà. Le plus près, c'est Marc Essenon, peut-être. Oui. Ou découvrir quand même découvrir sur le net certaines choses aussi. Mais Oui, sur le net, sur le net, il y en a énormément. Il y a des choses qui sont complètement resserrées comme ça, où on retrouve bien cet esprit-là. C'est super, très très beau. On peut peut-être passer la parole au public. Oui, bonne idée. Voilà. S'il y a des questions, on a dit quand même déjà pas mal de choses, mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez failli partir sur le papier. Ah oui. Ah oui, on a failli partir sur le papier. Je vais rester sur ma fin. Ah d'accord, bon. Ok. Le papier, c'est donc le support de l'imprimerie, de la gravure. Voilà, je vais parler des moulins. Alors des qualités peut-être. Des qualités. Le papier apparaît, mais l'imprimerie part très peu de temps après finalement, et donc tous les historiens sont d'accord. Les premières gravures, à la fois sur bois et à la fois en taille douce, c'est presque en même temps, c'est au milieu du XVe siècle, vers 1450. On commence à imprimer, la majorité de l'œuvre de Schoenberg, c'est 1470, donc voilà, on est en plein 15e, et puis après, au 16e, ça explose, et donc là, le papier se développe. Les moulins à papier, il y en a partout, et puis c'est une matière, on faisait ça avec des vieux vêtements autrefois, donc voilà, il n'y avait pas de coton, c'était inconnu en Europe, donc c'était essentiellement du lin. Donc on faisait tremper les vieux vêtements dans des grandes cuves, avec des marteaux et des dents, on broyait ça jusqu'à faire une pâte. Écrasé, après, si vous avez sûrement peut-être déjà vu des moulins à papier dit à l'ancienne, artisanale, évidemment. Bon, voilà. Ceci dit, les plus grands papiers sont encore fabriqués par très loin d'ici. L'usine d'Arches existe toujours. Elle est impressionnante. Il y a des machines du 19e qui tournent toujours, et qui font des... Alors ce sont des machines dites à forme demi-ronde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette espèce de trame sur des rouleaux, quoi. Alors qu'une feuille de papier, c'est comme ça, il faut remettre dans la cuve et puis l'égoutter, quoi. Hein. Et là, la pâte est amenée sur une longue forme, quoi. Et donc après, elle passe dans la machine, elle est égouttée, etc. Mais j'ai encore vu, quand j'ai visité l'usine, des dames qui sortaient... parce que vous savez, ici, ça, c'est le bord de la feuille qui sort de la machine. On appelle ça, nous, des barbes. Et cette barbe-là, c'est le fil d'eau qu'il a faite. Il y a un fil d'eau sous pression qui va juste faire une marque, et à la sortie de la machine, on sort chaque feuille à la main. Voilà. Donc c'est encore un papier relativement... Voilà. Bon, ceci dit... Vu le tarif. Il commence à être un peu cher. C'est un peu cher, oui. La couleur, c'est pareil. La couleur, là, il y a une grande maison française, mais j'ai essayé toutes les encres du monde, des japonais, des allemands, des anglais, et les Charbonnel, ça reste... Chez Charbonnel. Ça reste. Voilà. Voilà. La pigmentation, c'est surtout la qualité de la pigmentation, quoi. Voilà. Et pour le papier, le plus grand format, c'est quoi, en fait? Moi, à un moment donné, parce que il y a eu dans les années justement du Saga et tout ça, des presses géantes qui ont été fabriquées, genre domaine de passage, etc. Et c'est là où ça, c'est une vraie question intéressante.
Vous voyez, déjà, quand on voit des plaques de cette taille comme ça, il faut quand même avoir... Il y a un rapport physique à la plaque qui est... Voilà. Donc, quand on passe une certaine taille de plaque, physiquement, de couvrir la plaque avec les bras, ça commence à être compliqué. Tourner la plaque dans tous les... Ça commence à être compliqué. Donc, on a un rapport physique qui ne devient pas naturel. Oui. Voilà, ça, c'est compliqué. Et puis après, ces machines de mètres de passage... Ça prend tellement de temps d'ancrer une plaque, c'est tellement compliqué, donc on finit par faire une image, qui peut être réussie ou pas, mais on ne va pas en tirer tous les jours. Non, c'est sûr. Et au bout d'un certain temps, ben, la presse, elle est dans un coin de grange, et puis plus personne ne va s'en servir pendant des années, quoi. Donc moi, j'avais décidé de me limiter à l'atelier, on tirait sans aucune difficulté des formats comme 80 par 120. C'est déjà pas mal. Mais au-delà, et en plus de ça, c'est que économiquement, une grande pièce, c'était beaucoup plus de travail et t'es pas forcé de la vendre au juste prix, quoi. Oui, c'est ça. Donc il y avait ce problème-là. Voilà. Et le papier, c'est le support. Encore une fois, j'ai parlé du rapport au blanc, j'ai parlé de ça. Le papier, c'est une matière vivante, c'est une matière amoureuse, c'est cuivre et papier, ça fait un couple, ça fait fabuleux pour moi. Voilà, et puis, mon papier, presque toute ma vie, ça a été c'est pareil, c'est comme les couleurs, j'en ai essayé des milliers, des centaines en tout cas, et ce qu'on appelle le BF Carive, c'est-à-dire qui est fabriqué au moment où on carche, c'est un coton, parce que évidemment à l'époque on faisait des papiers avec du lin, mais aujourd'hui tout ce qu'on porte, pratiquement tous nos vêtements sont pas purs, c'est-à-dire qu'il y a 10% de viscose ou de ce que ça, et vous mélangez ça dans une cuve, vous essayez de faire du papier avec, ça ne marchera jamais, quoi. Parce que c'est pas de la fibre naturelle, quoi. Et donc, voilà, les fabricants, ils ont les bons, sérieux, ils prennent des balles de coton pur, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il est si cher. Mais ce rapport à la pression, c'est la seule discipline où, encore une fois, parce que la litho, il y a une petite pression, la litho, mais pas très importante. Très importante. Oui. Là, il fallait chercher. Donc, alors que là, on le voit sur les cylindres, sur la machine qu'on avait là, qu'on voit, et elle faisait 1 mètre de passage. On a estimé qu'il y avait 7 ou 8 tonnes au centimètre carré linéaire. Oui. C'est-à-dire que comme la pression s'exerce sur une ligne très étroite, ça fait une pression considérable, énorme. Donc le papier, lui, il faut qu'il résiste à ça. Il va encaisser la pression, il va aller chercher l'encre dans le creux, quoi. Vraiment, il n'a pas le choix, quoi. On lui laisse pas le choix. Et c'est une presse dite de Gutenberg. Il faut très peu de pression. Pour imprimer des gravures sur bois, il faut très peu de pression. C'est pas du tout le même processus. Là, il y a un aspect mécanique. Il faut vraiment que la pression, le papier, il a besoin, lui, de beaucoup de pression. Beaucoup, mais pas trop. Donc, oui. Bien équilibré tout ça. Voilà. D'autres questions ? Voilà, on peut peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, Rémi, merci pour cette intervention. Donc on a bien voyagé quand même dans la gravure, dans cette exposition. Merci encore une fois pour le prêt de ta collection personnelle qui a permis de monter cette belle expo qui va continuer à vivre parce que samedi il y a la journée de l'estampe samedi, c'est la journée nationale de l'estampe. Nous on y participe avec 2 autres lieux à Saint-Dié, la Friche et puis la Cour des Arts. Alors il y a la possibilité de faire une gravure
itinérante, une impression itinérante dans les 3 lieux. Et pour les gens qui veulent voir réellement aussi comment ça se passe avec une plaque, moi je propose ici de montrer comment on imprime en eau forte, comme ça, avec la presse et tout ça. Vous pourrez voir les différentes étapes à partir d'une plaque, essuyage, tout ce qu'il faut. Donc ça pourra peut-être être, si ça vous intéresse, plus clair pour vous. Vous ne connaissez pas forcément les techniques de la gravure et de l'eau forte. Voilà. Merci Rémi pour cet entretien, merci pour ce beau travail. Voilà, bravo.